Bonjour à tous, vous avez été vraiment très nombreux là, à répondre présent pour cet atelier en ligne. Donc déjà, merci à tous pour votre participation. Je vais essayer de me montrer. Voilà, ce sera un peu plus sympa. Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler de web performance. C'est un sujet qui est assez vaste. On n'a pas énormément de temps ensemble, donc on va essayer d'être très efficace. Et donc, si vous avez la moindre question pour pouvoir aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter après le webinaire. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous avec plus de temps. Alors, donc, rapide présentation pour ma part. Je m'appelle Guillaume Thibault. Je suis cofondateur et directeur général de Quanta Computing, qui est mes slides passent, excusez-moi. Voilà, de Quanta Computing, qui est une start-up parisienne. On a 4 ans d'existence, une douzaine de personnes à Paris, et aujourd'hui, je me décrirais un peu comme un performance geek, puisque j'ai travaillé pendant les 15 dernières années sur des sujets autour de la web performance, principalement avec des équipes de direction e-commerce, direction digitale, pour les aider sur tous ces sujets de temps de chargement des pages, comment arriver à toujours rendre une expérience utilisateur plus fluide sur tout ce qui est digital. Donc ça va être un peu le sujet du jour. Quanta aujourd'hui, c'est une solution du coup que je porte depuis 4 ans avec mon associé et mon équipe, et qui sert à optimiser les performances des sites de e-commerce. On a à peu près 400 clients dans le monde et 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui est surveillé chaque année par la solution. Bon, maintenant, pour entrer dans le vif du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Alors, ça faisait partie du pitch de cet atelier qui est en fait un constat qui fait un peu peur, hein, faut le dire. On sait qu'il y a 57% des internautes qui vont quitter un site à partir du moment où une page met plus de 3 secondes à se charger. Alors ce constat, il fait peur, mais le pire dans tout ça encore, c'est que ça c'est une source qui date de 2010, c'est Akamai qui avait fait cette analyse. Et depuis 2010, donc ça fait 7 ans maintenant, le temps passe vite, depuis 7 ans, ce qu'on constate, c'est que ce phénomène d'impatience des internautes ne fait que s'accélérer, que se renforcer d'année après année. Donc les utilisateurs les internautes sont toujours de plus en plus impatients. Pour s'en rendre compte, je ne sais pas par exemple si vous avez déjà vu un adolescent en train d'attendre sagement devant une page web qui est en train de ramer et qui se charge. Non, il n'attend pas sagement et il zappe. Donc aujourd'hui, on est dans une ère vraiment de l'instantanéité. Et donc voilà, c'est un peu le challenge 2017 et des années à suivre. C'est que voilà, il y a eu une révolution du digital et qui a rendu le monde rapide. Et maintenant, on n'est plus dans le rapide. Il faut que les choses soient instantanées. C'est les applications mobiles et c'est vrai aussi pour vos sites de e-commerce. Sinon, les gens zappent et partent à la concurrence. Donc c'est vrai que ça a élevé le niveau. Et pour illustrer le propos, je vais commencer par une petite histoire qui est du vécu, hein, qui est en fait l'optimisation du site e-commerce de Etam. Alors, je ne vais pas présenter Etam, je pense que tout le monde connaît dans cette salle virtuelle. Par contre, pour l'histoire, en fait, Etam est en fait un site qui totalise un trafic, et quand même un des plus gros trafics de e-commerçants français, avec 200 millions de pages vues par an. Et ce trafic colossal, quand on faisait une mesure sur les temps de chargement de leur page, on avait une moyenne qui était aux alentours des 1,2 secondes par page. Donc on va dire que c'est pas catastrophique, hein. Il y a beaucoup de sites qui sont beaucoup plus lents que ça, mais il y avait encore un champ d'amélioration possible. Donc ce temps-là, ils ont pu l'optimiser
et le réduire jusqu'à 500 millisecondes. Donc 700 millisecondes d'optimiser finalement en moins à chaque clic. Et en fait, à l'issue de ces optimisations-là, on a mesuré avec eux dans leur Google Analytics quels étaient les résultats de cette optimisation sur leur business. Et ce qu'on a mesuré, c'est qu'avant tout, ces 700 millisecondes, quand on les multiplie par 200 millions de pages vues par an, en fait, on se rend compte qu'en fait, on a fait gagner 4 années et demie de temps homme qui étaient historiquement passés à attendre devant une page blanche. Donc ça, on les a récupérés. Donc ça, tous leurs visiteurs sont évidemment plus contents et vont plus loin dans le panier. Et après optimisation en termes de chiffres, parce que c'est ce qui va vous intéresser, plus 28% de pages vues supplémentaires. Alors pour le même temps passé sur le site, les gens peuvent faire plus de clics, puisqu'en fait finalement ils sont moins en train d'attendre que la page se charge. Donc c'est plus interactif, plus 28%. Comme c'est plus agréable, ils restent plus longtemps, 21% de temps passé en plus sur le site. Donc voilà, finalement ils accordent plus de temps dans leur journée à aller sur un site qui est agréable. Et donc forcément au bout de tunnel, tout ça se multiplie et ils ont mesuré 20% de taux de conversion supplémentaire. Donc pour un site comme Etam, c'est évidemment colossal. Là, on parle de millions d'euros supplémentaires pour finalement quelques optimisations. Évidemment, rien n'est toujours évident, facile, mais quand on voit le gain à la clé, en fait, on se dit que effectivement, le sujet de la web perf, il est important à traiter et d'aller creuser finalement les principaux axes d'optimisation. Alors ça, cet impact sur la vitesse et sur la conversion, les géants du net, ils l'ont compris depuis longtemps, hein. Google, Amazon, Yahoo. Google avait mesuré que pour 500 millisecondes qu'ils avaient gagné sur le temps de chargement de l'ensemble des pages de leur site, ils avaient eu 20% de bénéfices supplémentaires sur les bannières publicitaires, donc qui est quand même leur principal levier de monétisation. Et pour Amazon, là aussi, stat qui est vraiment très intéressante, on en reparlera par la suite, parce que là vraiment c'est la référence même du e-commerce. Ce qu'on a vu, c'est que pour chaque 100 millisecondes qu'ils gagnaient sur le temps de chargement de leur page, ils gagnaient 1% de revenus supplémentaires. Et ça, pour chaque palier de 100 millisecondes. Donc c'était 300 millisecondes, ça va faire 3% de revenus supplémentaires. Et pour Yahoo, 400 millisecondes d'optimiser et 9% de trafic. Là aussi, c'est 9% de trafic en plus. Donc, ils ont réalisé que finalement, ils avaient plus d'interactivité aussi sur le site après leurs optimisations. Alors, vous vous demandez peut-être, OK, Google, Amazon, Yahoo, c'est bien beau, mais ça donne quoi pour moi et mon site de e-commerce en France? Pour nos sites de e-commerce français, ça donne la même chose. Ça donne la même chose. Là, c'est des stats qu'on a sortis chez Quanta avec nos clients. Et donc, Octan Design, Blanc Cerise et Jonac, donc 3 marques sur des secteurs vraiment différents, ont constaté des augmentations de revenus vraiment significatives à partir du moment où ils ont réalisé des optimisations. Et ce qui est très intéressant, là aussi, bon, je vous laisserai peut-être refaire vos petits calculs. Moi, je me suis amusé à les faire. On retrouve plus ou moins le fameux palier d'Amazon des 100 millisecondes 1%. Donc évidemment, c'est pas une règle d'or, c'est-à-dire que c'est pas vous n'êtes pas Amazon, donc comment prédire que ça va être exactement 1% de revenus supplémentaires que vous allez acquérir quand vous allez optimiser 100 millisecondes. Personne ne peut le dire, mais ce qui est sûr, c'est que l'échelle globale, elle est à peu près là, et que moi aussi, ce que je peux aussi vous dire, c'est que ça va dépendre de l'aspect concurrentiel de votre site. Donc, plus vous êtes dans un secteur concurrentiel, et plus la web performance est un de vos leviers qui va être un de vos leviers très très important pour vous différencier, et parce que ça veut dire que vos utilisateurs sont sûrement un peu moins captifs que dans d'autres secteurs. Alors, si on est dans un secteur de la chaussure de luxe, par exemple, je ne pense pas que toutes les femmes vont partir dans une autre marque parce que ça rame. Les effets vont être un peu moindres. Par contre, dans le voyage, par exemple, c'est quelque chose qui est très 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 fort.
Donc des impacts multiples, on a pas mal parlé de conversion, pour vous en évoquer quelques autres, et puis après on va aller dans le vif du sujet de comment on optimise tout ça. Ça a des impacts donc sur l'expérience utilisateur de manière générale, sur la gestion des pics de trafic quand vous avez des campagnes marketing qui sont prévues, donc typiquement les soldes, ou après si vous faites Black Friday par exemple, vous avez des moments où votre trafic se concentre pendant quelques minutes sur votre site. Donc, le sujet de la web performance va vous permettre d'optimiser et de faire en sorte que vous allez pouvoir accueillir plus de visiteurs en même temps avec une expérience utilisateur qui est bonne. Avoir un site qui est fluide, c'est évidemment meilleur pour l'image de marque. Et puis, un dernier point, et sur lequel je vais là aussi vous donner quelques chiffres, c'est sur le référencement. Le référencement naturel, donc le SEO. Ce qu'on a constaté, donc là, c'est une étude, là aussi, que je vous conseille, qui a été menée par Bill Hoffman. Alors, il s'est, entre guillemets, amusé parce il a pris quand même 10 000 sites différents qu'il a analysés sur leur ranking Google. Et il les a traqués pendant 1 an pour voir l'évolution de leur ranking Google en fonction de leur web perf. Et ce qu'il a montré, bah, c'est qu'en fait, dans les 10 premières pages de Google, sur certains mots-clés, eh bien, on voit qu'il y a un impact direct. Les sites les plus rapides sont les mieux rankés. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Google est toujours resté très très secret sur la formule qui leur permet de faire un peu le classement des sites. S'il y a des experts du SEO parmi nous, je pense qu'ils ne me contrediront pas. Il y a vraiment, voilà, ils gardent vraiment ce secret bah, finalement pour, voilà, on nous confirme dans le chat. Donc effectivement, et voilà, c'est un peu leur tambouille secrète. Par contre, il y a une chose sur laquelle ils ont communiqué officiellement, et on sent que c'est une de leurs valeurs, c'est la vitesse, c'est vraiment important. Donc, nous, on va mieux ranker les sites qui sont les plus rapides. Voilà. Donc, ils donnent d'ailleurs des outils même pour aider tout le monde sur ces sujets-là, et on va en parler assez vite. Alors, par où commencer? Ce que je vous propose, c'est que donc, enfin, voilà, comme discuté, moi je suis un peu un geek de la web perf, je pourrais en parler des heures, et je ne vais pas vous noyer aujourd'hui avec trop de choses. Et ce que je vous propose, c'est de dérouler une méthode en fait en 4 étapes pour vraiment aborder ce sujet de manière très pragmatique. Et puis après, derrière, si vous avez des questions, des points que vous voulez approfondir, bah, je serais ravi d'échanger avec vous après l'atelier. Donc, premier point important à prendre en compte pour y passer un temps infini sur la web perf, c'est de se concentrer sur les pages qui sont les plus importantes. Donc là, ça va être spécifique à chacune de vos activités. Là, il n'y a pas une règle d'or avec une page qui est plus importante à la page catégorie. C'est celle-là sur laquelle il faut se concentrer. Non, non. C'est évidemment, vous avez tous votre tunnel de vente, vous avez tous vos parcours utilisateurs sur vos sites, ils sont tous différents avec leurs spécificités. Et donc, ce que vous pouvez faire comme point de départ, c'est déjà de commencer par en fait prendre votre Google Analytics et aller chercher le top 10 des pages qui sont les plus vues parmi vos internautes. Si vous voulez aller encore plus loin et que vous êtes un peu geek de Google Analytics, vous pouvez faire un filtre sur les utilisateurs qui ont converti. Donc ça va vous donner un tableau. Alors je vais vous en donner un exemple. Donc moi j'ai rajouté une colonne exprès. Hein. Ça c'est un calcul qu'on s'est amusé à faire chez Quanta pour voir un peu le retour sur investissement d'une optimisation sur une page. Et donc, en fait, on voit un tableau qui est partiellement venant de Google Analytics. Et on voit que bah, là, la home page, elle est parmi les pages qui sont les plus vues. Donc ça, c'est pas une énorme surprise parce que voilà, ça va être le cas quand même dans beaucoup de sites. Et puis, on voit qu'il y a la deuxième page, c'est les promotions. Donc, pour chacun de ces temps-là, vous allez pouvoir voir quel est en fait finalement le meilleur ratio entre la page qui finalement représente le plus d'activité sur mon site et en même temps qui est la plus lente. Donc vous pouvez imaginer, voilà, vous avez ce calcul sur 2 axes et finalement celui qui a le meilleur score, eh ben, c'est finalement là où vous devez concentrer les efforts et donc pour analyser et aller creuser les problèmes pour les rendre rapides. Donc tout ça se calcule de manière chiffrée. Voilà, on peut prendre la règle d'Amazon pour faire une estimation de combien de chiffre d'affaires je vais gagner à la fin de l'année.
Et donc là, on s'est amusé à le faire pour ce site et qui, sur sa homepage, voilà, il y a 7 secondes 75. Vu le nombre de pages vues réalisées, en fait, en proportion, l'optimisation uniquement de la homepage va leur rapporter 473 000 euros par an parce que la homepage représente, comme on le voit ici dans Google Analytics, 14% de l'ensemble des pages vues. Voilà, je vous laisserai vous faire vos calculs sur ce sujet. Une fois que vous avez vos pages principales, comment est-ce qu'on va pouvoir les optimiser? Alors tout d'abord, pour pouvoir s'y retrouver pendant les optimisations, avant, après, l'idée ça va être d'avoir une mesure fiable et indépendante de vos prestataires. Vos prestataires, ils vont avoir tendance à tous parler des langages différents. Pour illustrer le propos, j'aime bien comparer la web performance d'un site de e-commerce avec une grosse machinerie. Alors je vais vous montrer de quoi ça parle. Voilà. Donc là, on a une plateforme de e-commerce. C'est un peu vulgarisé, mais les personnes techniques ici, je pense même s'il y a des CTO, seront d'accord pour dire que c'est à peu près ça. C'est-à-dire que c'est une grosse tambouille. On va essayer de rester poli dans cet atelier, dans lequel on a plein d'éléments qui reposent les uns avec les autres. Et il n'y a pas un élément qui finalement marche sans l'autre. Donc ça veut dire que le code qui est réalisé par les développeurs qui travaillent chez votre agence web, finalement a besoin de Apache, du système Linux, de la plateforme d'hébergement gérée par votre hébergeur pour fonctionner. Et donc l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Et donc tout ça est très très imbriqué. Et le pire finalement dans cette machine, c'est qu'en fait, les différents prestataires vont être responsables d'une partie de l'équation, donc une partie des rouages. Donc, typiquement, l'agence web pour une part, vous allez avoir souvent un infogéreur, un hébergeur. Parfois, c'est la même entreprise, souvent des équipes différentes qui vont gérer ces deux parties-là. Donc, on a déjà 3 équipes différentes. Après, vous aurez peut-être même des développeurs en interne. Et puis vous, en tant qu'équipe marketing et qui gérez aussi le merchandising, la vie du site, le traitement des commandes, vous êtes un peu en bout de chaîne et pas forcément avec énormément de visibilité sur tout ce qui se passe. En fait, je ne vais pas vous rassurer en disant ça, mais souvent, personne n'a une visibilité complète en fait sur l'ensemble des rouages. Et c'est un peu ça le grand drame. Donc quand il y a un ralentissement sur le site, ça c'est du vécu, hein. Peut-être que vous reconnaîtrez dans ces petites bulles, mais grosso modo, ce qu'on assiste, c'est un espèce de renvoi de balle. Tout le monde n'ayant pas vraiment la même mesure, en fait, on ne se comprend pas du tout. Donc voilà, en tant que, je dirais, équipe marketing, ce que vous voulez, c'est surtout que le site soit rapide. Et puis l'agence web va avoir tendance à dire, non, mais c'est les serveurs qui tiennent pas la charge, l'hébergeur qui dit que le site est mal codé, et puis vous, ça vous fait une belle jambe, et pendant ce temps-là, ça amène plutôt du stress que quelque chose de positif qui vous permette d'avancer. Donc avoir une mesure commune, un KPI commun, ça va vous permettre d'assainir tout ça, d'avoir tout le monde sur la même page, et de dire, ok, maintenant, on arrête de dire, tiens, ça vient de chez moi, ou ça vient de ma connexion, ou quoi. Ce qui est clair, c'est que là, le temps de chargement des pages, la semaine dernière, quand je faisais mon tunnel de vente, c'était 5 secondes par page. Et puis maintenant, je suis à 6 secondes. Donc, il y a quelque chose qui s'est détérioré et donc il faut l'améliorer. Voilà. Ensuite, pour comprendre d'où viennent les problèmes, donc une fois que vous avez votre mesure fiable, ce qui va être et indépendante, ce qui va être important, ça va être de distinguer d'où viennent les problèmes. Donc là, ça devient un peu plus technique. Et je vais vous donner une notion qui est vraiment importante si je pense que vous ne l'avez pas forcément eu. On va parler de temps back-end, de temps front-end. C'est vraiment un point important. C'est un tout petit peu geek, mais ça ne sera pas très long. Je rassure tout le monde. Quand vous aurez compris ça, ça va vraiment vous aider à régler les différents problèmes. Grosso modo, ce qui se passe, c'est que quand le navigateur d'un de vos visiteurs vient se connecter à votre site, il va effectuer donc une requête vers votre infrastructure
pour aller récupérer la page complète. Et il va se passer deux grandes étapes. La première étape, donc ce qu'on appelle le temps back-end, c'est un temps pendant lequel en fait, le navigateur va aller chercher le code HTML de la page. Donc c'est voilà, vous avez sûrement déjà vu ça, c'est un fichier texte, c'est un peu brut, dans lequel on va avoir un peu des descriptions, on va avoir des bouts de texte, on va avoir un peu de description pour le navigateur, pour l'aider à mettre les différents éléments en place. Mais on n'a pas encore assez d'éléments, enfin le navigateur de l'utilisateur n'a pas encore assez d'éléments pour afficher quoi que ce soit à l'utilisateur jusqu'à ce qu'il ait reçu le code HTML. Donc pendant ce temps-là, eh bien en fait, c'est un temps d'attente qui est hyper frustrant parce qu'on voit une page blanche et on s'impatiente et souvent on part pendant ce temps-là. Donc ça, c'est le temps back-end. Une fois que ce temps est passé et que le code HTML a été reçu, là on va passer au temps front-end. Et donc le navigateur, pour le coup, commence à avoir beaucoup de taf parce que là, il va se mettre à aller chercher l'ensemble des éléments, des petits éléments statiques, on appelle ça les éléments statiques, c'est-à-dire les fichiers CSS, JS, les images, voilà. Donc tout ce qui peut être chargé après, y compris les tags, Google Analytics, Tag Commander, etc. Si vous avez tout un tas de tags avec des systèmes tiers, ça va aussi là se charger dans ce temps front-end. Ces deux étapes-là, elles sont hyper importantes. Il n'y en a pas, enfin voilà, après on pourrait se dire, tiens, est-ce qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre ou quoi? Grosso modo, il y en a une qui est souvent un peu plus rapide, qui est la partie back-end. Mais au final, cette partie-là, c'est celle qui est la plus douloureuse pour les utilisateurs. La partie front-end, qui est en général plus longue, mais au final, on a déjà du contenu qui commence à s'afficher à l'écran, et donc c'est un peu interactif, c'est un peu sympa, et donc l'utilisateur, il est déjà sur ouais, il est un peu moins en train de s'enrager devant son écran. Donc grosso modo, on va travailler les deux. Je vais commencer par le front-end en vous conseillant un outil très simple. Il y a plein d'outils pour aller optimiser cette partie front-end. Je n'en liste qu'un ici, là aussi pareil, si vous avez plus de temps sur ce sujet-là, je pourrais vous donner des listes autres. Google a sorti donc cet outil depuis pas mal de temps qui s'appelle Google PageSpeed Insights, qui est vraiment très bien fait, très simple. Ça permet de faire une photo à l'instant T de l'état de la web perf d'une page. Donc vous pouvez rentrer ici votre home page ou les principales pages qui sont importantes pour vous. Là aussi, vous aurez fait votre top 10 d'après Google Analytics avec les pages qui sont les plus importantes. Et je vous invite à aller dans Google PageSpeed Insights pour aller voir où est-ce que vous en êtes sur la web perf de ces 10 principales pages. Google PageSpeed Insights, il va vous donner des recommandations type, tiens, vos images, elles sont mal compressées, il y a telle et telle image qui ont des problèmes. C'est très précis, c'est assez intelligible, donc c'est-à-dire que c'est des phrases qui expliquent voilà, ce qu'il faut faire. Et donc ces éléments-là, vous pouvez les partager typiquement avec votre agence et votre hébergeur selon les cas pour aller optimiser chacun des points. Ce qui est aussi très très bien dans Google PageSpeed Insights, c'est qu'il va vous les ordonner du plus important au moins important. Donc vous avez tout de suite une to-do list des choses qui sont voilà, les plus héroïstes dès le début. La partie back-end. Alors là, ça se complique un peu. C'est parce que la partie back-end, c'est un peu plus geek. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est que votre plateforme e-commerce, elle a pas mal de travail selon les cas, mais grosso modo, il y a tellement d'éléments qui sont dynamiques en fait dans votre site. Il y a un contexte utilisateur. Est-ce que la personne, elle a un panier? Est-ce qu'il y a une promo? Est-ce que j'ai un bandeau en haut avec les 10 produits phares du moment, mais ces produits-là, ils sont rafraîchis quand même tous les X temps, voire en temps réel. Donc tout ça fait que, en fait, à chaque fois qu'un utilisateur vient, il va y avoir tout un tas de calculs qui va être fait dans votre plateforme e-commerce, des requêtes de base de données, etc. Donc, grosso modo, vos serveurs ont beaucoup de travail pour arriver à juste fabriquer le code HTML de la page et le renvoyer à l'utilisateur. Il y a une solution, presque j'ai envie de dire le mot magique, mais il n'y a rien qui est magique dans ce monde de la web perf, mais qui est vraiment très 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 bonne à prendre,
qui est des systèmes de cache. Donc les systèmes de cache, il peut y en avoir à différents niveaux et principalement, ce qui est vraiment primordial, c'est que vous mettiez en place ça à l'intérieur de votre plateforme e-commerce. Donc, c'est quoi un cache? C'est un système qui permet à l'ordinateur de ne pas refabriquer à chaque fois la même page pour tous les internautes. Il y a fort à parier que parmi les, je sais pas, 500 derniers internautes qui sont passés sur la home page dans les 2 dernières heures, qu'au final, la home page, elle est juste pas changée du tout et que ce soit la même pour tout le monde pendant les 2 heures. C'est pas très efficace que à chaque clic, donc pour ces 500 internautes, l'ordinateur se pose la question de tiens, c'est quoi déjà les 10 derniers produits du moment? Je vais faire une requête en base de données pour voir ce qui se passe, est-ce qu'il y a une promo, etc. Il ne devrait pas se poser ces questions-là. Et donc le système de cache, c'est à l'intérieur de votre plateforme e-commerce, la page va être fabriquée pour le premier internaute, et dès le deuxième, en fait, quand l'internaute va venir, et en fait, la plateforme e-commerce va regarder une petite copie de sauvegarde de ce code HTML et va faire juste un micro-calcul pour se dire, tiens, est-ce que ça a changé, est-ce que j'ai besoin de mettre à jour cet élément-là? Non, ça, tiens, personne n'a touché au back-office, donc il n'y a pas eu d'impact sur le merchandising ou quoi. Donc la home page, elle doit être encore valide telle qu'elle. Donc je vais la renvoyer, je vais prendre mon petit élément qui était en mémoire, je vais la renvoyer à l'utilisateur. Donc ça vous économise beaucoup de temps. Et là, on voit dans cette illustration ce que ça donne dans un parcours utilisateur. On voit une home page, une page catégorie, une page produit, une page panier sur un graphique. Donc ça, c'est un petit parcours qui se fait étape par étape sur ce site et minute après minute. On voit que quand on n'avait pas de cache, on était à peu près 5 secondes pour faire l'ensemble de ces pages-là. Et avec le cache, on est à moins de 1 seconde pour faire les 4 étapes les unes après les autres. Donc c'est vraiment très très redoutablement efficace. Une fois que vous avez mis en place ces caches qui sont un peu la première étape sur la partie back-end, le deuxième élément que je peux vous donner, c'est d'utiliser des outils de profiling donc là, ça va être avec votre agence web ou avec vos développeurs en interne, parce que ça va être plutôt à destination des personnes techniques, pour arriver finalement à rendre plus léger les différentes requêtes qui sont faites à l'intérieur de votre site. Donc, on va partir du principe que vous avez mis en place ces caches-là. Donc, la plupart du temps, la machine, elle va être assez efficace, elle va renvoyer les pages sans trop de difficultés. Mais il y a certains moments où il ne pourra pas y avoir de cache. Typiquement, quand l'utilisateur est en train de passer au checkout, là, ce ne sera pas la même page pour tout le monde, quoi. On est en train de gérer une commande. Là, on est sur la commande de Paul Dupont avec son identifiant machin, avec sa promo, etc. Et donc, là, il va y avoir des calculs qui vont se faire, qui vont devoir être faits spécifiquement pour chaque utilisateur. Donc, ceux-là, on ne peut pas les mettre en cache et il n'y a pas d'autre moyen que de les optimiser. Donc, en utilisant des outils de profiling, ça va nous permettre de voir de manière très, très, très pragmatique pour ce temps de chargement, par exemple de 3 secondes, où ont été passés dans mon site ces 3 secondes. Et donc, ça va nous permettre, un peu comme si on regardait avec des rayons X, quels sont les éléments dans le code qui ont pris le plus de temps. Là aussi, pour être hyper héroïste, pragmatique, c'est quoi le premier quick win qui me permet d'aller gagner du temps. Là, je vois que j'ai une énorme phase en jaune, donc j'ai une fonction dans mon code qui en fait prend 75% du temps total du temps de chargement de ma page. Donc je vais évidemment ne pas auditer tout le code et y passer des jours et des jours. Je vais concentrer des efforts. Et puis faudra peut-être que je mette évidemment les développeurs de mon agence sur le coup, mais au moins je peux vraiment concentrer ces efforts-là sur ce qui va être le plus héroïste pour moi. Donc on a vu ce troisième conseil qui était de tout mesurer pour bien identifier les ralentissements front-end, back-end et les différentes responsabilités. Et puis pour terminer, je terminerai par ce point. Une fois que vous avez fait ces optimisations-là, donc votre site est rapide, votre site est optimisé et tout le monde est content, votre hébergeur et votre agence, et maintenant il faut tenir sur la durée.
Un site de e-commerce, ça évolue beaucoup. Vous êtes, enfin, la plupart des e-commerçants avec qui je peux dialoguer tous les jours me disent qu'ils font voilà, des modifications sur leur site, des modifications de code sur leur site toutes les semaines. Là, ça, c'est sans compter les modifications qui sont faites dans le back-office, donc les modifications dans le merchandising, et qui peuvent elles aussi impacter la web perf. Puisque, comme on l'a pu le voir, tout ça, c'est très imbriqué. Donc, ce qui va être important, c'est bien de surveiller que tous ces éléments-là restent bien stables et plats et que votre site il reste fluide tout au long de l'année et surtout en prévision des soldes. Donc, pour faire ça, toujours garder une mesure indépendante et fiable toute l'année. Et puis, ce qu'on va pouvoir faire, c'est combiner cette donnée-là, cette mesure. Donc là, on voit encore notre scénario de navigation qui est vraiment bien stable. Et on va combiner ça avec des données real user, donc qui nous viennent de Google Analytics, pour vérifier que quand on a des pics de trafic, eh bien, on n'a pas de hausse de temps de chargement. Donc c'est très intéressant d'analyser ces deux KPI ensemble, parce qu'en fait, on voit nettement, là typiquement, on voit un pic, un tout petit pic, mais qui n'apparaît pas à un moment où on avait un pic de visiteurs. Donc on a eu une anomalie sur les temps de chargement, mais qui n'est pas liée au trafic. Et puis plus tard, donc là on voit les dates, c'est un démarrage de solde, et donc on voit que plus tard, on a eu un trafic colossal par rapport au trafic de ce site-là, et qui finalement n'a pas du tout alourdi le temps de chargement des pages. Donc ça, c'est très sain. Ça veut dire que finalement, plus j'accueille des visiteurs, et finalement mon site reste bien, parfaitement fluide, et c'est bien ce qu'on souhaite. Quand on voit que les deux courbes, elles commencent à se suivre, et que plus on a de visiteurs et plus les temps de chargement sont longs, là, c'est que ça commence à vraiment craindre et qu'il faut aller faire de l'optimisation parce qu'on va, au bout d'un moment, arriver à la rupture de la capacité d'accueil de notre site. Et évidemment, c'est ce qu'on veut éviter, surtout quand on a payé du trafic pour une campagne marketing. Ça serait vraiment désastreux pour votre business. Et dernier point, toujours pour mettre ceinture et bretelles, l'année. Et le jour où vous avez vraiment une campagne qui est très importante, donc là, on va parler typiquement des soldes de janvier, on va parler de Black Friday ou d'une éventuelle campagne. Si vous passez à la télé, vous savez que vous allez avoir le gros de votre chiffre d'affaires à ce moment-là. Et dites-vous, OK, combien ça me coûte de mettre des bretelles en plus, alors que j'avais déjà la ceinture, en faisant des tests de montée en charge pour vérifier, aller volontairement, quelques semaines avant, je vais aller stresser exprès mon architecture, mon site, pour vérifier qu'avec 10 fois le trafic, tout se passe bien. Souvent, on est tous un peu en train de craquer les records chaque année parce que le e-commerce, ça fait que grossir et c'est super nouvelle évidemment pour tout le monde. D'un point de vue de web perf, le revers de ça, c'est que on a un challenge qui ne fait qu'augmenter. Et en fait, on se retrouve toujours dans une zone d'inconfort. En fait, on sort de notre zone de confort tous les 11 janvier ou le 10 ou le 9 en fonction de la date officielle. À chaque fois qu'il y a un démarrage de solde d'hiver, eh bien voilà, on va exploser le record de l'année dernière. Donc pour être sûr que votre site est capable d'arriver à tenir ce trafic-là, il n'y a pas de secret. C'est réaliser des tests de montée en charge. Ça nécessite un petit peu d'organisation. Et là, on va se faire passer pour des visiteurs virtuels qui simulent des achats sur le site, qui viennent ajouter au panier, etc. Et on va en amener de plus en plus, de plus en plus. Et là, on voit dans cet exemple-là, par exemple, un site qui a fait des optimisations. Il y a une petite courbe ici en bleu qui est le nombre total de pages vues virtuelles qui a été simulé. Et on voit que assez rapidement, il y a eu des gros problèmes en rouge. Donc le test s'est arrêté parce qu'en fait, on est arrivé à la rupture de l'architecture. Et puis, ils ont fait des optimisations. Donc, ils ont en plus gagné en temps de chargement. Donc, ça, c'était génial. Et en plus de ça, on voit que quand le deuxième test s'est déroulé, là, en fait, on est monté, 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 monté. Et là, on a explosé les records en termes de nombre de pages vues virtuelles simultanées. Et que le site, lui, pour le coup, il a tenu. C'est beaucoup plus tard qu'il a commencé à montrer des signes de faiblesse. Et donc là, on peut aller s'entraîner à aller battre ses records avec ses équipes techniques. Voilà, j'ai essayé de faire le plus court possible sur un sujet assez vaste.
Je vous propose maintenant de passer aux questions auxquelles je serais évidemment ravi de répondre. Donc vous devez avoir normalement dans votre logiciel une petite boîte de dialogue là. Vous avez été certain à me parler. Je vous invite voilà, à rentrer dans le chat maintenant. Alors, la vitesse reste un élément important du SEO, contrairement à d'autres points dont l'importance en ranking ont été diminuées. Comment est-ce qu'on fait ce calcul? C'est donc là une question de Anthony. Donc merci pour la question Anthony. C'est honnêtement, je pense très compliqué à calculer l'impact sur le ranking Google, justement de par ce côté secret. Je pense qu'honnêtement, ce qu'a fait Bill Hoffman de faire cette étude-là, c'était un boulot colossal pour arriver quand même à mesurer. On voit qu'il y a un impact. Après, à quel point cet impact il est fort, pour le mesurer d'un point de vue vraiment financier. Voilà. Moi, honnêtement, je me suis pas lancé là-dedans. Pourtant, j'ai écrit pas mal sur la web performance, je fais un e-book et tout. Mais c'est une donnée, on sait qu'elle est là, on sait qu'elle est importante, mais elle est un peu moins mesurable que pour le taux de conversion. Donc moi, je partirais du principe de se dire, si vous êtes e-commerçant, concentrez-vous à vous dire que de toute façon, l'impact sur le taux de conversion va être tel que le retour sur investissement, de toute façon, il est là. Et cerise sur le gâteau, vous allez en plus gagner en référencement. Et donc, in fine, vous aurez plus de visiteurs. Donc, plus de visiteurs, plus de conversions. Donc bah, c'est parfait, quoi. Voilà. Alors, question de Sophie. Est-ce que ça peut s'appliquer dans le B2B? Voilà, et donc où effectivement le taux de conversion, enfin, on va avoir des notions différentes dans le B2B, où s'appliquer dans le B2B, on va pas le calculer exactement de la même manière, parce que on est sur des utilisateurs qui sont quand même plus captifs, parce qu'ils ont un compte, ils ont voilà, des mécanismes de prix, souvent c'est des contrats qui vous lient éventuellement, donc dans le B2B qui vont lier les acheteurs, donc des contrats qui sont plus forts que dans le B2C. Mais néanmoins, bah, je vous confirme, nous on a beaucoup de clients hein, qui sont dans le B2B. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé que même si leurs utilisateurs ils sont plus captifs sur le moment, bah, sur le long terme, ils vont quand même effectuer moins de commandes si jamais le site rame. C'est humain, c'est juste même votre fournisseur, bah, même si on va sur le site de son fournisseur pour faire une commande, bah, on a un temps donné pour le faire. Et si ça commence à ramer, etc., on s'impatiente, on passe à autre chose. Et puis peut-être que la commande, on va peut-être pas la faire tout de suite, on va la faire une semaine plus tard, mais bah, une semaine plus tard, peut-être qu'il se sera passé quelque autre chose, puis finalement on n'aura plus le budget, et donc finalement on la fera peut-être pas. Donc tout ça, c'est assez subtil, ça se joue finalement à quelques commandes sur un ensemble, mais c'est ça qui va permettre de faire gagner 5-10% de chiffre d'affaires supplémentaire dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà. Donc la réponse, c'est donc oui, ça s'applique. Et on ne pourrait pas exactement utiliser la règle d'Amazon pour ça, mais effectivement, ça s'applique. Alors, vous êtes vraiment beaucoup à écrire des questions. Vraiment, merci pour toute cette interactivité, ça fait vraiment plaisir. Je vais essayer de pouvoir faire le tri. Toc, toc, toc. Est-ce qu'il y aura possibilité d'avoir le même genre de webinar? On pourra faire encore plus geek. Question de Mathias. Oui, complètement. On se refait ça avec plaisir. Je vous invite à m'envoyer un petit email pour dire bah, tiens, j'ai assisté au webinar, j'ai trouvé ça génial et je voudrais aller plus dans le détail sur tel sujet. Et puis moi, je trierai ça pour voir bah, finalement quels sont les points que vous vouliez, sur lesquels vous vouliez aller plus loin. Et puis, on s'organisera ça avec grand plaisir. Alors, donc question de Margot, est-ce que vous avez d'autres logiciels ou sites à recommander en plus du classique Google Analytics? Je dirais que Google Analytics fait vraiment la référence comme point de départ. C'est le point de départ pour vraiment voir où est-ce que vous allez sur tous ces sujets-là.
Donc évidemment, il y a d'autres outils hein, de tag management. Voilà, vous pouvez utiliser AT Internet ou Xity ou consort. Là-dessus, sur ce point de vue de WebPerf, je pense qu'il n'y en a pas un qui va être forcément plus intéressant que l'autre. Grosso modo, vous allez retrouver les pages qui sont les plus importantes pour vous, comment elles sont accédées par vos utilisateurs et quel est leur niveau de web performance. Ça, c'est vraiment le point de départ. Et après, pour l'analyse, il y a effectivement une pléthore d'outils. Margot, je vous invite là aussi à m'envoyer un petit email pour que j'ai votre contact. Et puis, je vous donnerai une liste voilà, pour les outils d'analyse, parce que ça pourrait être effectivement très très long. Question de Marc, et pour le M-commerce. Alors pour le M-commerce, les phénomènes, ils sont aussi très violents. Là, vous avez question vraiment intéressante. Il y a, je vous apprends, je pense probablement rien, vous e-commerçants, mais il y a eu une énorme vague, le M-commerce qui est en train de grignoter année après année, qui est en train de devenir vraiment une part énorme sur le e-commerce. Donc effectivement, vous avez de plus en plus de visiteurs qui ont en fait une expérience 100% M-commerce. Enfin, eux, ils viennent mobile et toute leur expérience utilisateur, elle est mobile. Donc, qu'est-ce qui se passe pour eux? Il se passe exactement les mêmes choses, voire pire. Et effectivement, ça y est pas pour rien. Si les utilisateurs sont de plus en plus impatients, c'est aussi qu'ils sont de plus en plus à utiliser des terminaux mobiles. Je pense qu'on a tous eu le cas. Quand on est en mobile, on cherche un truc, tiens, on est en train de discuter avec quelqu'un, tiens, tel produit ou quoi. Et si ça se charge pas, mais au bout de une seconde, 2 secondes, ça y est, on a ouvert un autre onglet, on recharge autre chose. Pourquoi? Parce que en fait, on a perçu avec le temps qu'il y a les sites qui sont bons pour le mobile et il y a les autres. Et qu'en fait, quand ça commence dès le début, quand ça commence à mal partir et que ça commence à être lent, et ben ok. Donc déjà, on sait en tant qu'utilisateur que ça craint et que en fait, ça sert à rien d'insister sur ce site-là parce qu'ils l'ont pas pensé pour le mobile. Donc allez, au revoir. Je vais sur un site qui a été pensé pour le mobile. L'ensemble de ce qu'on a évoqué dans l'atelier compte aussi pour le mobile. Ça va être les mêmes choses. On va faire les mêmes types d'optimisation. Et je dirais que la spécificité, c'est que la partie front-end va être d'autant plus importante pour le mobile parce que dans le front-end, on va retrouver tout ce qui est optimisation des images. Est-ce qu'elles sont bien compressées? Est-ce qu'on a limité le nombre d'images? Est-ce qu'on charge des images qui sont en fait pas affichées à l'utilisateur, mais on les charge quand même, par exemple? Donc il y a tout un tas d'impacts front-end qui vont être particulièrement intéressants pour le M-commerce. Donc si c'est vraiment votre point de douleur aujourd'hui, je vous dirais commencez par le front-end et puis vous regarderez le back-end dans un deuxième temps, quoi. Voilà. Là aussi, je dis un mot à Claire Amance, donc qui est la maître du temps en parallèle. N'hésitez pas à me dire combien de temps il nous reste pendant que je déroule les questions qui continuent à défiler. Je vois que ce webinaire vous a vraiment beaucoup intéressé. Voilà, alors, donc on a une question de Waheb. Je suis pas développeur, mais par contre, je sous-traite ces sujets-là. J'aimerais évaluer la charge liée à la compression des visuels JS, CSS par notre agence. Comment je pourrais faire ces éléments-là? Comment je pourrais faire de la bonne mesure? Typiquement, bon point de départ, c'est vraiment Google PageSpeed Insights. Là aussi, si vous voulez plus d'infos, je vous donnerai une analyse personnalisée Waheb si vous voulez m'envoyer un email. Vous me donnez l'URL de votre site et moi, je vous dirai spécifiquement pour les JS, CSS ce que j'en pense. Voilà, j'ai beaucoup de remerciements aussi dans les messages, donc ça aussi, ça fait plaisir. 2 questions. Vous parliez donc Julien qui me demande, vous parliez d'une unité de mesure stable. Puisqu'on parle du temps de chargement, est-ce que cet indicateur est à conserver? C'est ça. Comment est-ce qu'on peut le conserver? Là, typiquement, je vais pas prêcher par ma paroisse. Nous, on fait ce genre de mesures régulières. Mais il y a là aussi tout un tas d'outils qui peuvent vous permettre de suivre dans le temps une mesure unique. Donc Julien, c'est là aussi si vous voulez m'envoyer un mail, je vous enverrai une liste de sites. Il y a plein de choses. Il y a des outils gratuits
qui sont déjà propres et qui permettent de faire déjà une grosse part du job. Et puis après, il y a vraiment des outils professionnels. Quand votre site de e-commerce, il fait 1 million, 2 millions d'euros en ligne ou plus, c'est clair que avoir une mesure qui est vraiment très très régulière, avec de l'alerting, avec une mesure qui est vraiment précise et qui est partageable en fait en multi-compte avec l'ensemble de vos prestataires, ça va être d'autant plus important. Je vous invite à comparer tous ces sujets-là et à bien toujours vous poser la question de euh, finalement à quel point c'est important pour moi, quoi. Si je ne voyais pas, par exemple, si mon site à un moment tombe le samedi midi, et que moi je suis en week-end, est-ce que je recevrai une alerte? Est-ce que mon prestataire, est-ce que mon agence web, elle recevrait une alerte si par exemple l'ajout au panier ne fonctionnait plus? Voilà. Est-ce que tout ça, c'est bien des sujets qui sont pris en compte, verrouillés et avec les bons niveaux d'escalade? Si c'est pas le cas, finalement, ça me coûterait combien en chiffre d'affaires de découvrir qu'en fait, il y avait un problème tout le week-end et le découvrir le lundi matin. Ça me coûterait 50 000 euros, plus évidemment l'impact en image de marque. Peut-être que justement investir sur les bons outils et les bonnes escalades, une astreinte, voilà, ce genre de choses va être évidemment très vite rentabilisé. Voilà, j'ai des emails qui me sont envoyés. Dimitri, pourrait-on recevoir le document? Donc oui, effectivement, il va vous être envoyé. Cette vidéo est enregistrée. Je pense que French Web vous enverra un lien avec l'enregistrement. Donc sur le mobile, j'en ai déjà parlé. Et voilà, je pense que j'ai fait un bon tour. On est vraiment un peu chaud timing. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un immense merci d'avoir vraiment répondu aussi nombreux pour ce webinaire. Pour répondre à une des questions, je n'hésiterai pas à réitérer sur l'un des sujets qui a pu être discuté. Je vous invite vraiment à, voilà, et à m'envoyer des emails si vous souhaitez creuser l'un de ces sujets plus qu'un autre. Et puis on vous tiendra au courant de ce qu'il en est pour une prochaine session. Merci à tous et excellente journée. Au revoir.